Bonsoir, je vous propose de commencer. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir pour cette quatrième session de notre cycle développement durable au sens large. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue au nom d'ICOM France et de tous les comités nationaux, internationaux et alliances régionales qui participent à ce projet. Ce soir, nous allons donc parler recherche et formation, un sujet ô combien important pour la vie de nos établissements. Et je voulais simplement rapidement rappeler que cette session a été coordonnée par ICTOP et qu'elle sera modérée par Rita Capuro et Hélène Vassal, que je remercie très chaleureusement. Je remercie comme d'habitude l'équipe d'ICOM France, Anne-Claude Maurice, cachée derrière son écran, Alexia Maquinet, qu'on voit à l'écran, et Raphaël Koskas, qui assure la prise de notes pour la synthèse de fin de projet. Je remercie aussi nos traducteurs qui vous permettent de nous écouter. Voilà, Anne-Claude s'est dévoilée à recacher, mais elle était là un tout petit peu. Là, voilà. Nos traducteurs qui nous permettent de pouvoir communiquer avec vous de par le monde. Je remercie évidemment nos 4 intervenants de ce soir. Un grand merci à eux d'avoir accepté cette invitation. On en est très fiers et très heureux. Et sans perdre plus de temps, je vais passer la parole à Lina Tokila, la présidente d'ICTOP, qui a quelques mots à vous adresser au début de cette session. Lina, la parole est à vous. Merci Émilie, merci beaucoup. Nous sommes ravis d'être partenaires dans ce cycle de webinaires pour les musées, pour faire face aux responsabilités environnementales et sociales pour atteindre un modèle éthique et durable. Comme vous avez déjà évoqué, aujourd'hui, nous allons parler de la formation et de la recherche dans un contexte de la responsabilité écologique. Tout d'abord, je vais présenter très brièvement ICTOP et ses activités. Est-ce que vous pouvez passer la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Notre comité ICTOP, qui est un comité international de l'ICOM pour la formation du personnel, fait partie des plus âgés de l'ICOM. Elle a été fondée en 1968. Notre comité est un réseau de professionnels engagés dans l'éducation et la formation dans le domaine des musées et du patrimoine culturel. Nos membres travaillent dans des universités et dans d'autres écoles supérieures en tant que euh, professeurs, par exemple, ou conférenciers dans tout plein de disciplines telles que le développement professionnel. Nous avons aussi des professionnels des musées et des membres qui travaillent dans dans l'éducation continue au sein des institutions mêmes. Nous partageons un intérêt dans le développement de l'éducation afin de mieux répondre aux exigences du secteur du patrimoine et des musées par rapport à nos modèles pédagogiques notamment. Nous accueillons des professionnels du patrimoine et des musées autour d'ateliers afin de partager de bonnes pratiques dans l'éducation et la formation. Un des objectifs stratégiques principaux de notre comité est l'organisation de conférences annuelles afin de mieux comprendre les besoins locaux euh, en ce qui concerne l'éducation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Notre activité principale pour le comité, comme pour tout comité international, est l'organisation d'une conférence sur un sujet actuel dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, dans les métiers du patrimoine culturel et des musées, nous parlons de la pertinence des sujets de recherche comme la durabilité et la responsabilité écologique, environnementale et sociale des entreprises. Par exemple, notre conférence se tiendra en novembre prochain au Paraguay en collaboration avec 4 autres comités internationaux, ICTOP, ICMA
Intercom et MPR qui va être hôte. Le thème de notre conférence est le leadership du musée dans l'action climatique. C'est un sujet donc très pertinent et cette session se tiendra au Paraguay en novembre. Nous participons à différents projets, comme j'ai déjà dit. Donc, voici quelques exemples affichés à l'écran. Un dernier projet que vous voyez en bas s'appelle Charter. C'est une alliance pour les compétences, pour nous donner la connaissance des compétences nécessaires dans le patrimoine culturel pour appuyer des sociétés durables et écologiques. C'est un projet très important dans ce sens-là. Et je suis sûre que pour ce travail à l'échelle européenne, cela sera très pertinent. Et je crois que ce sera pareil pour l'échelle mondiale. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Parmi les activités d'ICOP, nous produisons des ressources pour le secteur. Comme vous voyez avec quelques exemples de publications récentes. Dans une publication en 2008, c'est un exemple de publication. Il s'appelle Museum Professions, les métiers de musée, un cadre de référence européen est très significatif. Cela l'a été au moment de la publication. Cela a fourni une référence d'enseignement, de niveau d'enseignement nécessaire pour certains métiers des musées. Et il semblerait que nous discutons de la même chose maintenant, alors que le monde a changé et il faut répondre à ce changement. Je vous ai donné deux autres exemples de nos publications les plus récentes. Toutes ces publications sont disponibles sur le site web ICTOP, ictop.org. Dernière diapositive, s'il vous plaît. C'est la dernière diapositive, hein, s'il vous plaît. Normalement, il y a des coordonnées. Oui, exactement. Donc, je voulais vous partager des informations de contact, des coordonnées si vous êtes intéressé, par exemple, pour obtenir davantage d'informations concernant nos activités ou bien si vous avez des questions à nous poser, peut-être que vous voulez nous rejoindre. Je vous invite donc à nous contacter en utilisant les coordonnées affichées à l'écran. Je vous souhaite à tous et à toutes un webinaire très intéressant. Je souhaiterais vous remercier les intervenants également et je remercie les modérateurs et je suis très contente de voir un bon nombre de participants. Je vais maintenant donc passer la parole à Rita et à Hélène. Merci beaucoup. Merci Léna. Je m'appelle Rita Capurro et je suis contente de vous présenter ce quatrième webinaire dédié à la formation et à la recherche. Ces deux mots, la formation et la recherche, sont des travaux de l'avenir pour concilier la vision basée sur des données euh, une analyse de données fiable afin de bien représenter les scénarios et les prospections avec l'avenir de la profession, avec aussi des personnes qui construisent des compétences essentielles pour le travail dans le musée et toute personne engagée dans une éducation continue pour faire face aux défis des musées. La durabilité sociale et environnementale est un paradigme auquel nous faisons face. Il y a souvent un contraste ouvert avec le pilier, le troisième pilier
de la durabilité, le pilier économique, même la formation de musées, la recherche, même dans ce domaine, il existe ce genre de contradiction. Bien sûr, dans un monde idéal, la durabilité est un équilibre parfait des différents ingrédients. Mais dans certains cas, il n'y a pas suffisamment de ressources pour satisfaire à tout le monde. Et c'est le cas dans mon domaine de la formation et de la recherche dans les sciences du tourisme, où le succès du musée se mesure par le nombre et les origines internationales des visiteurs. Si la durabilité devient un mot tendance dans la formation et encore plus dans la recherche, je repense à un géographe italien qui a dit que le tourisme durable est un oxymorone réalisable, mais une métaphore accessoire néanmoins. Dans ce webinaire, dans différentes parties du monde, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont nous présenter des méthodes de recherche et de formation avec des exemples qui pourront transformer ces objectifs métaphoriques et non réalisables en objectifs clairs. Je vais passer la parole donc à Michela Rota, qui est architecte et docteur en patrimoine culturel dans le cadre de la science de la durabilité et des musées. Elle est très active dans ICOM, dans le groupe de travail sur la durabilité, et elle a différentes expériences de recherche dans un livre récent publié en 2022, Musée pour la durabilité intégrée, qui n'a pas encore été traduite dans d'autres langues. C'est un livre qui a été publié en italien. Elle a collaboré dans différents cours, différentes formations. Je lui passe donc la parole afin qu'elle nous présente des méthodes de recherche pour la durabilité. Merci beaucoup à tous et à toutes. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs pour cette invitation. Un grand merci à Ecom France et la présidente et aussi ICTOP. Je remercie Lena Tokila, Rita Capuro. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et de vous donner cette présentation où je vais mettre en avant certains éléments connectés, reliés avec les musées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les musées regardent au développement durable pour améliorer la participation et l'action dans un processus de la sensibilisation afin de générer des impacts culturels, sociaux, et ainsi de suite. Dans certains cas, ils agissent en tant que vecteurs du changement pour la durabilité, en engageant sur différents sujets auxquels on peut faire face, que l'on peut traiter dans un cadre assez complexe. Ces sujets peuvent être considérés comme une feuille de route pour la durabilité, avec toute une gamme d'approches et d'opportunités. Et face à la complexité des défis contemporains autour du social, du climat, de l'environnement, il y a un besoin de revoir l'orientation sur plusieurs éléments pour la création d'une écologie culturelle et le climat dans chacun des domaines d'activité. C'est une voie constituée de critères et d'actions pour passer à l'échelle. Cela implique la gouvernance, les programmes, les activités et même la relation avec les communautés et les endroits. En termes de participation et d'activisme afin d'augmenter la pertinence des musées dans leur localité.
et dans leur communauté locale afin d'obtenir un changement systémique. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vous montre aussi le sphère des différents sujets qui est énorme. La gamme est très étendue. C'est une page tirée de mon livre. Je peux toucher un mot à certains, par exemple, le bâtiment et les systèmes d'économie en énergie, les critères de conception pour réduire les impacts environnementaux ou bien pour le bien-être des personnes, aussi l'économie circulaire, l'implication du public, des communautés et aussi des partenariats, des réseaux et beaucoup plus d'aspects encore qui impliquent différents professionnels avec différentes compétences, connaissances dans des sujets très précis. Les musées peuvent développer et contribuer à la recherche stratégique et aussi aux projets systématiques pour le développement durable avec des des outils multiples de recherche, des pratiques qui peuvent être appliquées à différents contextes, non seulement au contexte culturel. Tous ces sujets peuvent être objets d'une recherche précise parce qu'il y a un très grand besoin de nouvelles idées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je peux aussi vous donner un exemple ici. Donc, un des domaines dans lequel les musées commencent à s'engager, c'est dans la science citoyenne. Les projets de la science citoyenne euh, donnent de l'autonomie aux bénévoles sans formation formelle afin qu'ils puissent participer aux projets de science avec la traduction de documents ou ils peuvent aider avec les observations. Il y a des opportunités pour tout le monde. Par exemple, pour le travail de scientifique, pour la création de nouvelles connaissances en collectionnant des moustiques, en observant le ciel la nuit, en décrivant des œuvres d'art. Et l'avantage de la participation des citoyens dans la recherche scientifique, c'est la production massive de données et d'informations. Sans l'implication des bénévoles, il serait impossible de suivre de façon plus étendue les mouvements comme le changement climatique. Les gens peuvent contribuer au travers de la collecte de données, par exemple, au travers d'actes pour suivre la pollution, par exemple, des tubes pour suivre la pollution sonore et d'autres initiatives également. Et dans la science citoyenne, on n'est pas libre de la critique dans la communauté scientifique, surtout en ce qui concerne la fiabilité. Certains auteurs avancent que des personnes sans formation scientifique peuvent collecter et traiter des données de façon à introduire des erreurs dans les données. Il est donc essentiel que les citoyens soient bien informés de ce qui leur est attendu. Et les musées, à ce moment-là, peuvent aider à organiser ces formations et partager des liens vers des projets de la science citoyenne. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici un exemple de la science, du musée de la science à Trento. Il y a la durabilité au cœur de toutes les actions. L'une des tâches, c'est d'interpréter la nature. On commence avec l'environnement, les montagnes par exemple, mais pas seulement, en utilisant des outils et l'application de la recherche scientifique pour permettre l'innovation en lien avec la science et la durabilité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ce musée est également un centre de recherche et avec des chercheurs en interne. Et le musée soutient également des projets de sciences citoyennes. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de vous montrer le fait que Musa s'intéresse et se connecte avec d'autres musées de la science, mais également d'autres types de musées d'art, d'autres types de musées dans la construction d'un
réseau international sur la science citoyenne en lien avec l'Association européenne de la science citoyenne. Et le musée est ouvert à de nouvelles collaborations pour la science citoyenne. Donc, c'est un appel également à des personnes qui m'écoutent, si vous seriez intéressés à une collaboration dans ce sens avec le musée. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Encore une fois, j'aimerais évoquer la méthodologie de la recherche. Voici une proposition. Je pense que c'est très important d'avoir une approche circulaire, un processus circulaire en lien avec une durabilité intégrée où on implique tous les sujets. On doit définir les besoins, identifier les sujets, créer un chemin au travers de la participation, développer des outils et puis tester tous ces processus et puis redémarrer le processus. Parce que la durabilité, c'est un chemin, ce n'est pas une fin en soi. Et puis, on peut avoir des résultats différents, des bonnes pratiques, des audits, des indicateurs de résultats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, dans la dernière partie de ma présentation, j'aimerais vous parler d'un projet de recherche italien qui s'appelle le Musée Integraté. C'est un projet financé par le ministère italien de la transition écologique, coordonné par musée, le musée scientifique Trento, et en lien avec ICOM Italie, prochaine diapo, et l'ANMS, l'Association nationale des musées scientifiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le musée Integraté cherche à mettre en place différentes cibles pour développer une stratégie pour le développement durable en lien avec les ODD vers 2030. Le projet Musée Integraté cherche à mettre en place une plateforme pour la discussion et pour des échanges autour de la recherche et des pratiques en lien avec la durabilité afin d'intégrer le musée militant dans le cadre du programme pour le développement local en lien fort avec les institutions et les citoyens, et également en lien avec la notion de musée élargi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Afin d'atteindre cet objectif, la recherche développe plusieurs activités. Nous avons commencé au sein de musées, mais nous avons développé la recherche avec 30 musées italiens et les activités sont en lien avec une enquête envoyée à tous les participants avec plus de 100 questions et on souligne le travail qui est cette enquête permet de souligner le travail qui est déjà mis en œuvre pour la durabilité dans les musées et on peut utiliser cette enquête afin de créer un outil et développer un rapport des activités durables des musées. Nous avons développé également 5 ateliers et en examinant les bonnes pratiques menées par les musées sur le terrain. En cartographiant ces pratiques, les chercheurs ont pu suivre le progrès des initiatives présentes nationalement et cela a également permis de souligner les avancées et les intérêts. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les 5 ateliers visaient à approfondir les sujets de recherche et développer de nouvelles idées en lien avec la muséologie et la durabilité. Les ateliers avec intégré une formation au début, présentée par des experts, suivie par des groupes thématiques pour travailler sur les sujets. Les sujets principaux étant en lien avec les études à l'avenir, l'Anthropocène,
la justice climatique et puis la participation des jeunes militants pour l'environnement et le climat. Et les ateliers ont permis de surligner là où les musées ont besoin de se concentrer plus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En lien avec les orientations, c'était vraiment un moment très intéressant, une partie très intéressante de la recherche parce que nous avions pu avoir la participation des professionnels des musées et également des jeunes militants pour le climat et l'environnement qui ont travaillé ensemble afin de créer ces orientations, ces lignes directrices autour de ces mots-clés que vous pouvez voir sur l'écran. Je ne vais pas les lire, mais vous les voyez devant vous et je peux vous envoyer le PowerPoint par la suite. Et cela a été vraiment très intéressant. Nous avons pu également traduire les lignes directrices en anglais. Le document est disponible sur le site web de l'ICOM Italique. Alors, si vous vous intéressez à ce projet, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir pu intégrer les jeunes dans ces activités des musées, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'un des objectifs du projet Musée Intégraté est d'inspirer les musées à travailler dans un sens durable et impliquer et intégrer les ODD afin de travailler avec leur communauté et d'autres parties prenantes. Afin d'atteindre ces objectifs, les participants ont souligné la nécessité du dialogue et la création d'une plateforme pour évoquer la durabilité. Et les professionnels ont tous remarqué l'aspect positif de cette recherche et ce réseau essentiel afin de pouvoir échanger, écouter et surmonter des obstacles et les points bloquants afin de s'ouvrir et de surmonter des obstacles contemporains. À l'avenir, nous aimerions impliquer plus de musées, avoir un grand nombre de musées dans ces activités. Nous aimerions également impliquer des musées dans cette enquête afin de développer un écosystème muséal qui puisse perdurer dans le temps grâce à des partenariats avec d'autres instituts qui sont en lien avec l'innovation locale, les politiques, l'éducation, l'aménagement social urbain. Nous développons également un nouveau projet qui s'appelle le Musée Intégraté Open dans un processus continu de test et de mise en œuvre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je crois que ces recherches peuvent être mises en œuvre dans d'autres contextes et nous sommes ouverts pour de nouvelles collaborations et nous voulons bien développer de nouveaux projets de recherche et les développer avec d'autres comités d'ICOM ou d'autres centres de recherche. Donc, merci beaucoup et nous sommes là et nous aimerions bien collaborer à nouveau à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michaela, pour cette présentation très, très intéressante. Et cela nous montre la connexion entre la recherche, la formation, le monde académique, et on peut vraiment avoir ce processus intégré qui implique toutes les parties des musées, en interne et en externe. Alors, nous allons avoir un temps pour des questions à la fin de la session. Et maintenant, j'aimerais continuer le webinaire avec notre deuxième intervenant. Il s'agit d'Ernest Capan. Ernest Capan, c'est le président d'ICOM Côte d'Ivoire, conservateur des musées depuis plus de 10 ans au Musée national d'Abidjan. Ernest Capan a obtenu le doctorat en art, culture et développement en 2018. Depuis octobre 2022, il exerce comme assistante de l'enseignement supérieur, enseignante-chercheur à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, présidente en exercice de la section ivoirienne du Conseil international des musées. Il compte à son actif plusieurs articles scientifiques publiés en anglais et en français. Ernest.
À toi la parole. D'accord, merci infiniment. Donc, mon thème, c'est sur le dispositif de formation et de recherche muséale à l'heure des défis de durabilité en Côte d'Ivoire, diagnostic et perspective. Donc, le thème est scindé en 3 parties. Pardon, le diapo suivant. Diapo suivant, s'il te plaît. Oui, 3 parties. Donc, j'ai voulu passer un aperçu du champ muséal en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le paysage muséographique de Côte d'Ivoire. Et puis, en deuxième point, traiter du dispositif de formation et de recherche en Côte d'Ivoire concernant les musées et la culture. Et en troisième point, je propose un peu l'initiative que prend notre comité national, c'est-à-dire l'ICOM Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, donc, comme premier point, tout à l'heure, j'ai parlé du paysage muséal de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, nous avons des musées, comme dans tout autre pays. Mais la muséologie, je suis revenu un peu sur l'histoire de la muséologie en Côte d'Ivoire, qui a commencé en Afrique de l'Ouest par le Sénégal. S'il te plaît, diapo suivant. La muséologie a commencé par le Sénégal, à Dakar, avec l'IFAN, qui est l'Institut français d'Afrique noire, créé en 1938, mais qui est devenu en 1966 l'Institut fondamental d'Afrique noire. Donc, c'est cet institut qui a mis ses succursales dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en 1942. Et c'est à partir de la succursale de l'IFAN en Côte d'Ivoire en 1942 que le premier musée, qui est aujourd'hui le Musée national d'Abidjan, a été créé et la conservation, la muséologie a commencé à prendre forme en Côte d'Ivoire comme spécialité. Diapo suivant. Donc, aujourd'hui, vous avez dans le paysage des musées de Côte d'Ivoire des musées publics et des musées privés. Donc, dans le groupe des musées publics, vous avez les musées nationaux qui sont régis par des tests au niveau national, c'est-à-dire qui sont sous la charge du ministère de la Culture. Donc, vous avez des musées nationaux et il y a 2 musées comme ça, 2 grands musées à Abidjan et un autre musée national à Grand-Bassam. Au passage, Grand-Bassam, c'était la première capitale de la Côte d'Ivoire et Abidjan est l'actuelle capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et à côté de ces musées, vous avez des institutions muséales privées et des musées communautaires. Donc, voici un peu décrit le paysage muséal de la Côte d'Ivoire. Donc, sur l'image, par exemple, vous allez voir le musée des civilisations. Le grand musée, c'est la devanture du musée des civilisations. Et de l'autre côté, vous allez voir sur les 2 autres images, vous verrez le parc Mplousoué. Là, c'est un musée communautaire qui est dans la ville de Bonois, au sud de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un musée qui allie culture et nature. Et vraiment, c'est un exemple, un modèle de musée que nous voulons. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, la muséologie ivoirienne, du moins la muséographie, est beaucoup plus tournée vers l'ethnographie. Donc, aujourd'hui, au musée national, le plus grand musée, nous avons 16 000 pièces. 16 000 pièces, qui est des pièces composées de masques, de statuettes, d'insignes de pouvoir, de costumes. Donc, voici un peu... en tout cas, c'est des collections très riches. Donc, qui ont besoin aussi de professionnels bien formés. Et l'État de Côte d'Ivoire a pensé à la formation. Le diapo suivant, s'il te plaît. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a pensé à la formation
Mais nous avons des instituts et même des universités qui ont des unités de formation et de recherche concernant les musées, concernant l'art, concernant la culture, concernant le patrimoine. Donc, vous avez l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Et cet institut est à Abidjan. En tout cas, il est l'institut qui a formé un grand nombre de professionnels des musées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais avant l'Institut, la formation a commencé depuis 1962 dans des centres au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment à Niamey et puis au Nigeria. Et progressivement, la formation est venue en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons progresser pour diagnostiquer un peu. Diapo suivant, s'il te plaît. Donc, nous disons qu'il y a certes un dispositif de formation et de recherche fonctionnel, mais ce dispositif est en nombre insuffisant. Il ne peut pas combler tous les besoins au regard des enjeux de la protection des musées, des collections des musées. Nous trouvons que ces structures de formation sont vraiment en nombre insuffisant. Nous notons aussi que les programmes de formation muséale ne sont pas ouverts à la dynamique du développement durable. Certes, il y a des professionnels des musées qui vont à l'extérieur, qui bénéficient des formations au compte de l'ICOM, parce que nous disons aussi, il faut dire au passage que l'ICOM fait beaucoup pour la formation continue des professionnels des musées dans toute l'Afrique, puisque même il y a 30 ans de cela, en 1991, il y a eu un grand atelier, un atelier véritable qui était sur 3 pays, où il y a eu 65 communications durant 3 jours. C'était au Ghana, simultanément au Ghana, au Bénin et au Togo. Donc l'atelier a passé en revue beaucoup de questions de formation, des questions de recherche, des questions de financement. Donc c'est pour dire que l'ICOM a fait beaucoup. Mais au niveau national, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la dynamique que nous rencontrons sur le développement durable n'est pas encore prise en compte. Donc, troisième point aussi, au niveau toujours des structures de formation, c'est qu'il y a une insuffisance de partenariat pédagogique sur les questions de durabilité. Nous avions bien voulu que ces structures de formation et que ces universités ou centres de recherche vraiment planchent sur la question de durabilité. Quatrième point, nous trouvons que les infrastructures de recherche doivent se spécialiser et s'adapter aux défis mondiaux, aux défis surtout du développement durable, aux défis du numérique. Diapo suivant. Donc, face à ce diagnostic, notre comité national ICOM Côte d'Ivoire n'est pas resté les bras croisés, puisque moi, depuis 2021, la nouvelle équipe, c'est là que moi je suis devenu président de l'ICOM Côte d'Ivoire depuis janvier 2021. Donc, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons dit que, surtout après Prague, c'est-à-dire en 2022, mon équipe et moi, le bureau ICOM Côte d'Ivoire, nous avons essayé d'activer les choses au niveau national. Donc, nous sommes adhérés, l'ICOM Côte d'Ivoire a adhéré et a participé de manière dynamique à tout processus de développement durable. Parce que nous savons que l'ICOM, le secrétariat de l'ICOM à Paris, est vraiment actif dans ce domaine. Donc, au niveau national, nous servons de relais pour participer aux activités que nous organisons nous-mêmes ou les activités organisées par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes sans ignorer que du 9 au 20 mai 2022, la Côte d'Ivoire a organisé la COP 15. Et il y a eu vraiment des résolutions qui sont sorties de cette COP. Donc, l'ICOM Côte d'Ivoire a aussi participé et partagé les fruits
les décisions, les directives sorties de cette COP, qui était vraiment une grande réunion sur le développement durable. C'est dit que la Côte d'Ivoire, c'est un programme qui tient à la Côte d'Ivoire, donc c'est un programme qui tient à l'ICOM Côte d'Ivoire. Et dans cette dynamique, nous avons proposé un dispositif d'études et d'exposition sur la durabilité pour les musées. Et le programme que nous appelons programme Museum Deed. Museum Deed, c'est un mot anglais, ça veut dire acte, ça veut dire action. Ça veut dire pour nous que les musées doivent être actifs sur la question de durabilité. Donc, ce programme, nous allons, diapo suivant. Ce Museum Deed, pour nous, c'est un mécanisme qui doit prendre en compte d'abord les recherches, recueillir les données, élaborer des rapports exhaustifs sur la carte d'identité des musées communautaires et aussi faire des séances de renforcement des capacités pour les professionnels des musées. Nous avons commencé, mais nous voulons continuer avec ce mécanisme Museum Deed, partager la documentation scientifique afférente aux normes internationales en matière de gestion des musées au regard des défis de durabilité. Nous voulons aussi plaider pour la prise en compte des mesures idoines à l'effet d'introduire la démarche développement durable dans tout projet. Parce qu'aujourd'hui, bon, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays dynamique, avec une économie dynamique, et qui aujourd'hui en train de construire des infrastructures au niveau des routes, des ponts, des infrastructures sportives et même aussi culturelles. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des centres culturels, des musées qui doivent être construits ou réhabilités. Donc, nous plaidons pour que la démarche développement durable soit prise en compte dans tous ces projets. Diapo suivant. Donc, pour nous, le mécanisme doit consister à la mise en place d'un cadre de concertation pour l'étude, pour l'évaluation des projets d'aménagement, d'architecture, de construction, de réhabilitation de musées, de conception d'expositions, selon une démarche de développement durable. Pour nous, c'est l'occasion aussi de créer une alerte, ce que nous avons nommé alerte développement durable musée, c'est-à-dire arriver à faire des recherches, à faire des analyses des données et communiquer ces données-là en rapport avec la responsabilité environnementale et sociétale des musées. Donc, pour nous, il serait aussi intéressant de proposer un parcours numérique des collections ivoiriennes. C'est une sorte de salle d'exposition digitale et mutualisée des musées communautaires. Nous insistons beaucoup plus sur les musées communautaires parce que, en tout cas, nous voulons intégrer la communauté. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du parc Mploussoué qui est à Bonois, qui était sur l'image passée. Donc, ces musées sont vraiment importants à valoriser. Et diapo suivant. Donc, à côté de cette démarche, de ce mécanisme que nous avons appelé DID, nous sommes allés un peu plus en profondeur et nous sommes en train de mener des études exhaustives pour un programme, un projet de durabilité, de laboratoire que nous avons nommé durabilité.lab. Donc, un laboratoire qui sera un local destiné aux recherches scientifiques, aux analyses, aux essais de montage d'exposition sur la durabilité. Et nous avons prévu la construction de ce laboratoire dans la ville de Bonois. Et pour le moment, nous avons fait des premières études. Donc, nous avons des devis estimatifs de construction et d'équipement qui sont à hauteur de 185 000 €. Donc, nous envisageons solliciter des partenariats auprès de l'ONU Environnement, de l'UNESCO, de l'Agence française de développement,
de la GIZ, qui est l'agence allemande aussi du développement, du Centre national de télédétection et d'information géographique et de la Sodexam. Bon, ces deux structures sont ivoiriennes, donc qui sont vraiment des sociétés performantes en matière de développement des systèmes d'information géographique, des météorologies. Donc, et aussi, il y a les ministères de l'Environnement, le ministère de la Culture, que nous voyons comme des partenaires. Donc, c'est sur ce projet de durabilité pour les musées que l'ICOM Côte d'Ivoire travaille et compte vraiment porter ce projet et compte associer tous les partenaires au niveau national qu'international pour donner vraiment une responsabilité au musée face à la question de durabilité, face aux défis du développement durable en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je m'arrête là. Merci infiniment pour l'écoute. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez parfaitement respecté le timing. Ça a été une présentation très intéressante pour nous présenter ce thème du contemporain, où il y a la naissance de nouvelles formations qui est interconnectée avec la recherche et avec le sujet de la durabilité. C'est central et pertinent pour tous les métiers, non seulement dans les musées. Donc, merci beaucoup, Ernest. À la fin de la session, nous allons voir s'il y a des questions qui vous seront adressées. Je vais maintenant passer la parole à Hélène Vassal qui va présenter la deuxième partie de ce webinaire. Merci. Merci infiniment Rita, merci beaucoup à Ernest et Michaela pour leur présentation si éclairante. Quelques mots pour introduire cette deuxième partie de notre soirée. Nul doute, et ce que nous venons d'entendre le démontre, que la conservation du patrimoine est aujourd'hui en pleine reconfiguration dans l'optique de concilier pratiques professionnelles et enjeux liés au développement durable et à l'éco-responsabilité, tout en répondant bien entendu aux impératifs de la préservation des objets de musée. La transition écologique génère de fait de nouvelles valeurs et de nouveaux usages, de nouveaux métiers, de nouvelles formes de management et de compétences en ingénierie culturelle. Elle remet ainsi en cause des méthodes traditionnelles de travail, elle génère la construction de nouveaux outils de mesure, elle favorise la discussion autour de sujets comme les conditions de prêt international, les normes de conservation, et les sessions précédentes l'ont montré. Dans ce contexte, la formation des professionnels, mais également celle des élus et celle de nos agents dans nos musées devient indispensable. C'est bien une transformation en profondeur du secteur culturel dont la formation est la clé de réussite. Je voulais citer, pour introduire cette deuxième partie, une étude française récente portée par le PIA Compétences et métiers d'avenir, qui est menée par le Centre national des arts et métiers, le CNAM et l'ESAM Université, et qui s'appuie sur de très nombreux retours d'expérience des professionnels qui montrent que la formation reste encore trop peu et trop au stade de la sensibilisation et de la conscientisation des professionnels. Qu'il faut par ailleurs plus de formation située, c'est-à-dire sur les sites eux-mêmes, et Ernest l'a rappelé très brillamment dans sa présentation, qu'il faut donner leur place aux professionnels de terrain dans leurs compétences, qu'il faut favoriser des modes de ce qu'on appelle de co-design aujourd'hui, sur des formes de transmission différentes, qu'on a aussi, et c'est notre rôle, à identifier des nouveaux besoins et des nouvelles attentes en matière de formation. Il faut également favoriser l'auto-formation et bien sûr des formes de mentorat extrêmement intéressantes à développer. Signalons également, et c'est une évidence pour chacun d'entre nous, que les demandes d'accompagnement se multiplient,
à tous les niveaux et à toutes les échelles, que nous avons à former des équipes entières dans nos institutions, qu'il faut aussi en parallèle, et l'étude du PIA le montrait bien, s'attacher à la formation des leaders des musées, des formations plus stratégiques sur la stratégie globale de l'établissement, mais également favoriser des formes de spécialisation, notamment celle des métiers de l'exposition ou des directeurs techniques dans les musées, et finalement, il faut bien entendu implanter partout la formation continue aux nouveaux métiers qui vont bien sûr émerger à la faveur de ce changement de paradigme, comme nous le rappelons souvent. Manuela, je vais maintenant vous donner la parole. Manuela Maria Duarte, vous êtes chercheuse à l'Université de Liège, en Belgique, professeure permanente du programme de Postgraduation en anthropologie sociale de l'Université fédérale de Goiás, au Brésil, et professeure invitée du doctorat en sociomuséologie de l'Université lusophone à Lisbonne. Vous faites partie du conseil d'administration de l'ICOFOM LAC, le comité de muséologie de l'ICOM pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Vous êtes membre de la commission d'organisation de la conférence du mouvement international pour une nouvelle muséologie, le MINOM, à Catane en 2024. Et nous souhaitions ce soir que vous nous rappeliez combien ces questions de recherche et de formation impliquent des approches transversales qu'on pourrait qualifier même d'écosystémique. Manuel, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, good evening, buenas noches. Tout d'abord, mes remerciements aux organisateurs, notamment organisatrices de cet événement. Merci Aude Poseda et Rita Capurro par l'invitation. Je salue tous les intervenants et participants. Dans la préparation de cette intervention, je me suis rappelé du dialogue suivant. C'est quoi le développement? Adopter les modes de vie occidentaux? Être développé, c'est pouvoir assigner à d'autres la place des sous-développés. Après des étapes d'hégémonie et ensuite des critiques au concept de développement occidental, capitaliste, ethnocentrique et moderne, d'autres notions sont apparues, comme le développement local et développement durable. Celui-ci est généralement associé aux axes économiques environnementaux, mais je voudrais mettre l'accent sur les axes sociaux et culturels selon Ibermuseus, qui travaille avec 4 piliers. Donc, économique, environnemental, social et culturel. L'axe social du développement durable implique la lutte pour la disparition des grandes inégalités sociales, donc les musées en tant que promoteurs de l'inclusion sociale. En ce qui concerne l'axe culturel, les musées s'engagent à promouvoir la diversité culturelle et la population locale en tant que lien entre passé, présent et futur. La durabilité implique des approches transversales, écosystémiques et moins rigides sur les classifications. Pensez que recherche et formation sont indissociables. On apprend en recherchant et en même temps, la recherche se justifie d'autant plus lorsque ces résultats sont incorporés dans la formation. En parallèle, relier la formation et la recherche à la pratique du travail dans les musées, attitude indispensable pour la compréhension de la muséologie comme science sociale appliquée, courant en Amérique latine. Notamment, là, elle est le plus influencée par la pensée de Valdiza Russi. La durabilité a été sujet de résolutions récentes dans le secteur, je souligne. Passez, s'il vous plaît. L'approbation de la recommandation concernant la protection et la promotion des musées des collections et des collections, de leur diversité et de leur rôle dans la société en 2015. Elle reconnaît le rôle des musées dans l'apprentissage, la cohésion sociale et le développement durable, et sa contribution dans la qualité de vie des communautés et des régions dans lesquelles ils sont implantés.
l'adoption de 2 résolutions touchant la question dans la conférence générale de l'ICOM à Kyoto 2019. Résolution numéro 1, la durabilité et la mise en œuvre du programme 2030. Résolution numéro 5, musée, communauté et durabilité. Cette dernière, comme le dit le livre Eco Museums and Climate Change, de Davis et Dao Santo, suscite une plus grande reconnaissance et un plus grand soutien aux musées communautaires et aux écomusées, et de leur contribution à la sauvegarde, à la compréhension et à la promotion de l'accès au patrimoine culturel et immatériel. Cette année, l'ICOM a approuvé la création d'un comité international de muséologie sociale. L'actualité exige l'adoption d'une autre logique des musées plus en phase avec les défis climatiques et sociétaux. S'il vous plaît. Des institutions suffisamment courageuses pour mettre en question leur désir d'expansion infinie, d'accumulation, sa voracité, ses pratiques prédatrices. Ces questions ne sont pas nouvelles dans les champs muséales. Rappelons d'un texte Duc de Varine et de Graça-Philippe proposant un moratoire sur la création de musées dans les débuts des années 2000. Et l'article de Morgan et MacDonald sur la décroissance des collections. Elles ne sont toutefois pas profondément incorporées à la formation de nouveaux professionnels, malgré le fait qu'ils sont plus conscients que nous des défis planétaires. La muséologie sociale reconnaît le pouvoir des musées et la nécessité pour la population et les mouvements sociaux de s'en approprier dans des processus participatifs et contre-hégémoniques. Elle donne particulière attention aux musées de proximité, même si en Amérique latine, elle soit capable d'influencer et transformer peu à peu les musées dits traditionnels et les musées nationaux. Les prochains. Étant donné que nous pensons la formation et la recherche au-delà du cadre universitaire, j'ai choisi de parler de l'Écomusée natural do Mangue, Écomusée naturel de la Mangrove, Fortaleza, Brésil, créé en 2001 par un petit groupe de bénévoles regroupant des militants de l'environnement et des pédagogues, agissant aujourd'hui en particulier dans les ODD 4, Éducation pour tous et tous les âges, et 13, Action contre les changements climatiques mondiaux. Les suivants, s'il vous plaît. Il y a déjà reçu plus de 1600 groupes scolaires avec lesquels sont menées des activités de sensibilisation à l'environnement sur des itinéraires qui exploitent une dizaine de stations identifiées dans la mangrove. À la fin de la visite, les étudiants plantent des plantes natives, aidant à reconstituer la mangrove qui est impactée par des divers facteurs comme la pression immobilière. Vous voyez sur les photos qu'avec le temps, les musées ont obtenu un camion pour les activités itinérantes et la reconstruction d'un petit espace qui est aujourd'hui appelé salle de collection. Mais intuitivement, ils travaillent avec le concept de collection opérationnelle diffusé par Mathilde Beleg. Cette notion permet de considérer tout le patrimoine de ce territoire comme ressource pédagogique du musée et aussi comme objet de son travail de préservation. Il est à noter que même si l'éducation permanente ou le partenariat avec les écoles est le cœur de leur travail éducatif, l'écomusée rapporte avoir déjà reçu 52 étudiants de divers domaines universitaires pour effectuer des stages obligatoires. Suivant. Ce qui atteste son implication dans la formation supérieure. Comme défi commun à la recherche et à la formation, je voudrais souligner, les suivants s'il vous plaît, la mise à jour permanente,
Surmonter les barrières disciplinaires et expérimenter des approches écosystémiques, ce qui n'est pas étranger au secteur de la muséologie, notamment ceux influencés par l'écomuséologie, par les concepts des musées intégrés, qui a émergé de la table ronde de Santiago do Chili. Oser s'ouvrir à de nouvelles épistémologies. Les suivants. Cela veut dire la reconnaissance d'autres rapports avec la réalité, d'autres façons d'habiter le monde. D'un point de vue des cosmologies et des épistémologies amérindiennes, le concept de développement durable est non seulement contradictoire, et du moins immergé dans des tensions entre deux logiques, mais c'est aussi anthropocentrique car il est centré uniquement sur l'être humain. Le prochain, s'il vous plaît. Les regards autochtones amérindiens refusent la distinction ontologique entre nature et culture, entre humain et non humain, et comprennent l'existence d'une communauté de vie dans laquelle les différents organismes demandent la durabilité, sans que celle-ci puisse être soumise aux besoins humains par développement. En ce sens, il est indispensable d'apprendre des cultures de Tabia Yala, non natives de ce qui est appelé dans le monde occidental comme Amérique, sur la notion de buen vivir. Le prochain, s'il vous plaît. Une alternative, le prochain. Ok, merci. Sur la notion de buen vivir, une alternative au développement définie par Alberto Espinosa dans son livre Le buen vivir pour imaginer d'autres mondes, comme les bases d'une relation harmonieuse entre l'homme et la nature en rupture avec la dégradation engendrée par les modèles économiques fondés sur la consommation et la croissance. Dans les cadres universitaires, dans les nouveaux niveaux de master et de doctorat, une formation unique et située est développée depuis 1993 à l'Université lusophone au Portugal. Le prochain, s'il vous plaît. Né d'une étroite collaboration, le prochain, entre des professionnels du Portugal et du Brésil, ayant pour base la nouvelle muséologie et les expériences menées dans les terrains de deux côtés de l'Atlantique, elle se revendique actuellement comme une école de pensée, la sociomuséologie. Ses influences théoriques diverses combinent Georges-Henri Rivière, Jean Quinard, Paulo Freire, Hugues de Varine, Pierre Mérin et la pensée décoloniale contemporaine. Les mémoires et thèses défendues notamment en portugais, mais aussi en anglais et en français, contribuent qualitative et quantitativement à ajouter une masse critique nouvelle dans le domaine muséal, avec plus de 60 thèses défendues. Les prochains. La grande majorité par des acteurs de terrain qui sont partis plus tard dans la recherche de la réflexion sur leurs pratiques. Depuis 2018, le département de muséologie comprend également la chaire UNESCO Éducation, Citoyenneté et Diversité culturelle. Cette chaire très active contribue notamment à la démocratisation de l'accès à la connaissance par le biais d'un contenu disponible en ligne, dans les formats de webinaires et de publications comme les cadernos de sociomuséologie. Le prochain. Les acteurs du secteur muséal qui se trouvent en dehors du milieu universitaire y trouvent une source riche pour son auto-formation. Un des projets de recherche menés par le département récemment s'appelle Eco Heritage. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un projet très intéressant et en phase avec nos sujets. Pour terminer, je vous invite à poursuivre le dialogue, les prochains s'il vous plaît, et à connaître les vrais acteurs de terrain lors de la conférence du Mouvement international pour une nouvelle muséologie à Catania en février 2024.
les prochains. Merci. Merci infiniment, Manueletta, de cette présentation qui repose la question du musée au regard des différents prismes et des objectifs de développement durable que sont ceux de la diversité et au fond la question du musée citoyen. De quoi le musée citoyen est-il le nom? Peut-il exister une ou des formes de médiation éco-citoyenne, telles que vous nous les avez présentées si bien? Et la question centrale du défi d'une action durable dans les territoires, sur les territoires et avec les communautés. Et c'est bien ce thème que j'aimerais aborder avec Blaise Kilian, co-directeur du musée de l'économie et de la monnaie du Cambodge, qui va nous faire état de la réflexion, des initiatives, aussi bien au Cambodge que dans cette région particulière. Blaise, vous êtes co-directeur du musée de l'économie et de la monnaie de la Banque nationale du Cambodge et vous avez auparavant travaillé pour diverses institutions publiques et privées dans le domaine de l'éducation, du patrimoine et du dialogue public-privé, notamment en qualité d'ancien directeur exécutif de la Chambre de commerce européenne. Vous avez siégé au conseil d'administration de plusieurs organisations, dont ICOM Cambodge, Econom, Krusak-Tem, une organisation qui dispense un enseignement aux enfants cambodgiens sourds et aveugles. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes également titulaire d'un diplôme d'études supérieures en économie appliquée et d'un diplôme universitaire en Khmer. Je vous remercie et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Hélène. J'espère que tout le monde m'entend. Et merci à Ecom France, aux organisateurs. Alors, la présentation que je vais faire est un petit peu peut-être en marge de tout ce qu'on a fait, mais elle concerne plutôt le rôle des musées dans la société et la façon dont la conception de ce rôle, le contenu de ces musées et aussi les compétences qui s'y rapportent évoluent au Cambodge, ont évolué et continué d'évoluer. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, en introduction, je rappelle, mais est-ce bien nécessaire, mais je rappelle quand même la nouvelle définition des musées adoptée par l'ECOM en 2022, parce qu'il s'agit effectivement de ça et que ça permet d'illustrer à la fois les limites du secteur muséal cambodgien et les efforts qui sont mis en œuvre pour mieux répondre à cette définition et notamment pour permettre aux musées cambodgiens de jouer leur rôle dans la société. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, un plan très simple, état des lieux, besoins, expérience muséale au Cambodge, notamment au cours des 15 dernières années, qui montre l'évolution de la conception des musées, de la façon dont ils jouent leur rôle chez nous, et puis les actions mises en œuvre pour la formation. Page suivante. Alors, un petit rappel, simplement, c'est que d'abord sur la conception des musées au Cambodge, on a depuis le début, si j'ose dire, quelques tropismes qui ont marqué la conception des musées et des formations qui s'y rapportent. Et le premier de ces tropismes, c'est ce que j'appelle le tropisme angkorien, enfin, c'est ce que tout le monde appelle le tropisme angkorien, la découverte des temples d'Angkor, la création de l'école française d'Extrême-Orient, la création des premiers musées, tout ça a orienté les études khmer en général et les musées, le contenu des musées khmer en général, vers une dimension qui reste très longtemps exclusivement archéologique. Donc ça, c'est quelque chose qui a très longtemps marqué et qui continue de marquer le secteur muséal cambodgien. Le deuxième tropisme, c'est un tropisme post-conflit, c'est celui des Khmers rouges. Comment documenter et essayer d'expliquer l'inexplicable. Et donc, au Cambodge, on a eu pendant très longtemps essentiellement deux types de musées. La très grande majorité des musées qui portaient sur l'archéologie, pré-angkorienne, angkorienne, post-angkorienne, mais essentiellement sur la statuaire et le bâti angkorien. Et puis, quelques musées qui tentaient de documenter la tragédie Khmer rouge. Donc, si vous voulez, le modèle muséal, ça reste un modèle de musée classique archéologique, une pierre, un lieu, une date, si j'ose dire, et les compétences que l'on trouve chez les professionnels des musées se rapportent essentiellement à l'archéologie, à la conservation du bâti, un peu à la gestion des collections, mais ça sort rarement de ces domaines-là. Il faut aussi noter au Cambodge l'absence en fait de formation universitaire complète en muséologie.
On a une Université royale des beaux-arts qui fait un très bon travail, mais dont la formation porte essentiellement sur des matières telles que l'archéologie, de nouveau la conservation, de l'anthropologie de plus en plus, mais il y a un module de muséologie au sein d'un diplôme d'archéologie, il n'y a pas un diplôme de muséologie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important de noter. Et jusqu'à présent, on est dans une formation où la muséologie n'est qu'une petite composante d'un ensemble plus large qui concerne surtout l'archéologie. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de musée? Ce que vous avez là, c'est le musée national, c'est notre premier musée, si vous voulez, c'est peut-être le père de tous les musées. Il a déjà plus de 100 ans, il a célébré son centenaire, je crois, en 2017. Et donc, si vous allez sur la page suivante, vous voyez une exposition classique au Cambodge de la statuaire, de la statuaire, de la statuaire. Alors, il y a aussi un peu d'autres choses. J'exagère un peu, cette photo date, mais quand même 80% de nos musées, c'est ça. On a beaucoup de musées dans les provinces, mais ils sont aussi considérés un peu comme des dépôts de conservation archéologique. Donc, si vous allez sur la page suivante encore, vous voyez au hasard un autre musée, un musée en province qui est de nouveau essentiellement un dépôt archéologique. Alors, c'est très important, c'est très précieux. Le Cambodge est un immense chantier archéologique, mais ça se résume peut-être un peu trop à ça. Et la plupart de nos musées en province ressemblent à ceci. Vous voyez aussi une grande limitation dans l'interprétation. Il y a vraiment pas beaucoup de choses, sinon une excellente connaissance des styles et des dates et des lieux, mais pas beaucoup plus que ça. Et puis en prochaine page, vous pouvez suivante s'il vous plaît, vous voyez ici le musée du génocide à Phnom Penh qui porte sur le régime Khmer Rouge, qui documente la fameuse prison S21. Et de nouveau, vous voyez une présentation de nombreux éléments d'archives, mais un travail d'interprétation peut-être et de narration qui est aussi limité. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, dans ce cadre, quels sont les besoins? Alors, il faut garder à l'esprit que les besoins, ça a longtemps été de reconstituer les compétences qui avaient été annihilées durant le conflit. Je pense on sait déjà que les Khmer Rouges, durant leur régime, ont essentiellement, parmi toutes les horreurs qu'ils ont commises, il y a eu l'annihilation de toutes les compétences. Donc, le premier travail, pas seulement dans le secteur muséal, mais dans tous les secteurs de la société et de l'économie, c'était de reconstituer les compétences avec les quelques survivants qui n'avaient pas été massacrés. Et donc, il a fallu reconstituer les compétences. Et on a recommencé évidemment par reconstituer des compétences en archéologie, en conservation. Et puis, ça n'est que récemment qu'on a commencé à penser à transmettre de nouvelles compétences. Vous allez voir tout à l'heure qu'on a une série de nouveaux musées qui sortent des chantiers battus que vous avez vus précédemment. Et là, on parle de nouvelles compétences, notamment des compétences en communication, des compétences en narration, des compétences en contextualisation, des compétences en maîtrise de nouveaux outils, l'outil digital pour la communication, l'outil digital pour la gestion des collections. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent et qui vient se rajouter sur un existant qu'on n'a pas fini de reconstituer. Donc, essentiellement, il s'agit donc de compléter les efforts de conservation par des efforts de contextualisation, de narration et de communication vers un nouveau public aussi. Je souligne ici que 50% de la population cambodgienne a moins de 25 ans. Donc, pour qu'un musée puisse communiquer et jouer son rôle dans la société, il faut être capable de s'adresser à cette population, ce qui nécessite des compétences en communication que quelqu'un qui a reçu une formation en archéologie ou en conservation du patrimoine n'a pas forcément, ne maîtrise pas forcément de façon intuitive. Et au bout du compte, il s'agit vraiment de changer la perception du musée, y compris par ceux qui sont chargés de gérer ces musées, pour avoir une conception qui est plus liée au public et pas seulement à la conservation d'un patrimoine. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de ce qui a été fait au cours des 15 dernières années pour des musées qui sortent de l'ordinaire cambodgien, qui est un ordinaire, encore une fois, archéologique. Alors, le premier, page suivante, c'est le musée du textile. Voilà, en page suivante. Donc, le musée du textile, c'est une initiative qui a été cofinancée par l'Inde et par le Cambodge. C'est une première tentative de musée ethnographique avec des collections qui ont été acquises auprès des populations dans plusieurs pays de la région du Mékong. Donc, c'est une initiative cambodgienne et indienne, mais qui a impliqué d'autres pays de la région. Et donc, il s'est agi d'acquérir des collections auprès des communautés, de documenter l'histoire des objets qui sont exposés. Donc, il y a aussi une dimension d'implication des communautés locales. C'est une première tentative qui date de 2010, qui a été inaugurée en 2010.
Page suivante. Donc, vous avez là quelques exemples qui montrent à quel point c'est différent de ce qu'on avait avant. Page suivante, s'il vous plaît. Deuxième tentative que j'ai personnellement coordonnée d'ailleurs, c'est la création du musée de Ratanakiri. C'est très intéressant. Ratanakiri, c'est la province la plus éloignée de Phnom Penh. C'est à peu près 10 heures de route. C'est une province où il y a à peu près 13 communautés, minorités ethniques, comme on dit communément, populations autochtones de différents groupes ethniques qui vivent. Et donc, on a tenté de créer un musée qui a en fait été conçu comme un centre culturel où il s'agissait d'exposer l'artisanat des populations autochtones, d'exposer leur mode de vie et aussi d'en faire un lieu en relation avec les communautés locales pour que les groupes autochtones puissent venir dans ce lieu organiser des manifestations culturelles, à condition bien sûr que les autorités locales et les communautés locales puissent communiquer entre elles. Et c'est là où ça semble le plus difficile parce que, de nouveau, il s'agissait d'avoir une conception nouvelle du musée, aussi bien au niveau de celui chargé de sa gestion qu'il ait le réflexe d'aller voir les communautés pour les engager, en fait, qu'au niveau des communautés locales pour qu'elles osent venir, qu'elles osent s'approcher de l'autorité chargée du musée. Et ça, ce sont vraiment des questions de mentalité et de conception qui évoluent très lentement, qui évoluent très lentement. Donc ça, c'est un musée qui a été inauguré en 2012 avec l'appui technique et financier de l'UNESCO. Page suivante. Vous voyez qu'il y a encore, malgré tout, là on voit des pierres ancoriennes au milieu de l'exposition qui ne sont pas supposées être là, ce n'était pas l'idée, mais il y a quand même ce réflexe absolument de mettre de la pierre même dans un musée ethnographique. Page suivante, s'il vous plaît. Bon, voilà l'image du musée de l'extérieur. Page suivante. Troisième tentative très intéressante, inaugurée en 2018, mais qui a été commencée bien plus tôt, à laquelle j'ai également participé, c'est la création du musée du Temple de Previhir. Le Temple de Previhir, c'est notre deuxième site du patrimoine mondial. Et là, on a eu une tentative de créer un musée qu'on appelait au départ musée éco-global, une sorte de musée du territoire, où on avait 4 salles, une salle archéologique, oui, mais aussi une salle ethnographique, comme vous l'avez là, une salle dédiée à la faune et à la flore du territoire concernés et une salle dédiée à l'histoire du territoire et à l'histoire du site du patrimoine mondial. C'était la première fois qu'on avait vraiment un musée qui essayait de s'éclater dans tous ces différents secteurs, en relation aussi avec les communautés, puisque les objets que vous voyez là ont été collectés auprès des communautés et leur usage a été documenté auprès des communautés également. Et puis enfin, le dernier exemple que je vous montre, c'est page suivante. Alors là, vous avez encore un peu le musée de Previhir, mais voilà, autre chose que de la pierre, que des statues ancoriennes. Page suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, le dernier exemple, c'est le musée de l'économie et de la monnaie de la Banque nationale que je co-dirige en ce moment, qui est encore une initiative encore plus, qui pousse encore un peu plus loin les concepts dont on a parlé. C'est un musée qui se veut très moderne, interactif, avec une narration. On a un récit de l'histoire économique et monétaire du pays sur 2000 ans. Donc, il y a vraiment un récit et c'est très intéressant parce que c'est plus donc simplement un objet, un lieu, une date. C'est l'histoire du Cambodge qui est racontée, ce qui est très intéressant, mais ce qui est aussi d'une certaine manière prendre des risques parce que qui dit récit peut dire perspective. C'est un musée qui présente des documents audiovisuels, des écrans tactiles, des jeux pour que les visiteurs puissent tester leurs connaissances. Donc, il y a vraiment une interaction avec le public. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, vous voyez ici des jeunes lycéens qui jouent au jeu de test de connaissances sur les éléments du musée. Et puis, page suivante, c'est un musée qui a la capacité de se projeter en province puisque la Banque nationale organisant régulièrement des journées en province pour promouvoir l'utilisation de la monnaie locale. Parenthèse, au Cambodge, nous avons 2 monnaies, le dollar et la monnaie nationale, le riel. Donc, on essaie de promouvoir l'utilisation de la monnaie locale. À chacune de ces journées nationales de la monnaie locale, journée nationale du riel qui sont organisées en province, le musée participe et on transporte notre exposition qui est résumée ici de façon, les textes et les contenus sont résumés. Alors, on ne transporte pas les objets, mais on transporte l'exposition de façon visuelle et comme ça, on va au contact des communautés dans les différentes provinces où vous avez ici des jeunes lycéens et les habitants des provinces concernées apprennent des informations sur l'utilisation de la monnaie locale, mais aussi sur l'histoire de la monnaie et sur l'histoire de leur monnaie. Donc ça, c'est une action qui permet d'aller au contact des communautés et c'est de nouveau une conception nouvelle qui d'une certaine manière, n'aurait pas été pensable sans doute il y a quelques années, mais que nous arrivons à mettre en œuvre. Il est aussi intéressant de noter que ce musée-là est 100% financé par l'État cambodgien, donc c'est un financement 100% cambodgien, mais qui rassemble une expertise locale et internationale et qui donc permet de faire évoluer un petit peu la conception et les mentalités des professionnels du secteur muséal.
Page suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc le but, si vous voulez, ces expériences muséales nous montrent qu'on arrive petit à petit à faire évoluer la conception et le rôle des musées dans l'esprit du public, mais aussi dans l'esprit des professionnels des musées. Simplement, je pense qu'il est aussi intéressant de souligner que ces adaptations impliquent des nouveaux défis qui sont humains, matériels et financiers, parce que pour en arriver là, il faut pouvoir développer des compétences, acquérir des équipements, engager des coûts qu'on ne trouve pas naturellement dans des musées. Et ce n'est pas toujours évident, notamment dans le secteur de la culture, de pouvoir mobiliser ces nouvelles compétences et ces financements pour des activités qui n'appartiennent pas traditionnellement à la conception classique des musées, comme on l'a vu au début de la présentation. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, pour finir, dans les actions mises en œuvre pour la formation, tout ça, vous voyez qu'on a à la fois une expérience, si vous voulez, on a une démonstration empirique de la façon dont le musée peut évoluer. Bien sûr, on travaille aussi beaucoup sur la transmission des compétences. On l'a fait avec l'appui de l'UNESCO. À l'époque, l'UNESCO avait sa section muséale qui nous a aidé notamment à traduire des documents, d'ailleurs, sur la gestion des musées en cambodgien. On a aussi, grâce à ICOM Cambodge, au ministère de la Culture et des Beaux-Arts, des initiatives qui consistent à transmettre nos expériences et nos compétences de musée à musée. On manque d'experts au Cambodge. De nouveau, on n'a pas de formation universitaire suffisamment précise et vaste sur les musées. Donc, ce qu'on a, c'est nos expériences à nous en tant que professionnels dans nos différents musées, les expertises internationales qu'on a employées ou qui sont venues appuyer dans le cadre de la coopération internationale de développement de nos musées, et puis quelques personnes qui ont développé leur propre concept, notamment des galeries d'art ou autres, sur la base de formation ou d'expériences qu'elles ont reçues à l'extérieur. Et donc, on essaie de mobiliser tout cela pour transmettre les connaissances qu'on a, pour transmettre les expériences qu'on a, et petit à petit développer vraiment non seulement des compétences, mais je pense le plus important, une conception du rôle que le musée a dans la société. Le musée, ce n'est pas seulement un dépôt archéologique, ce n'est pas seulement une conservation. Le musée, c'est aussi un dépositaire de savoir qu'il faut partager vers les communautés, qui a un rôle à jouer pour l'éducation du public. Et ça, c'est quelque chose qui, en soi aussi, doit être développé dans l'esprit du responsable de musée, qui ne doit pas être qu'un conservateur, qui ne doit pas être qu'un archéologue, qui ne doit pas être qu'un gestionnaire de catalogue de collection. Donc là, les pages suivantes vous montrent un petit peu ce qu'on a fait à cet égard. Donc vous avez des documents qui ont été traduits grâce à l'appui de l'UNESCO. Ensuite, vous avez la formation, page suivante. Ce que vous voyez assis là, ce sont tous des responsables de musées dans toutes les provinces du pays qui viennent écouter leurs collègues partager leur expérience et leurs compétences sur des questions aussi vastes que la conservation, la collection, mais aussi la communication, mais aussi l'accès aux communautés locales et la participation des communautés locales. Et la dernière page que vous allez voir, c'est un jeune homme qui a été formé en Angleterre et qui a ouvert sa propre galerie d'art et qui est venu aussi communiquer auprès des personnels de l'autorité d'Apsara chargés de la préservation du site d'Angkor, où il y a aussi des musées, simplement parce que d'un côté, là, vous voyez bien qu'à gauche, vous avez quelqu'un qui est certainement plus doué pour la communication vers un public jeune, il suffit de le regarder pour le voir, et à droite, vous avez des personnes qui sont certainement plus formées à l'archéologie et à la conservation, et donc il y a un partage très intéressant à faire ici. Page suivante, la dernière. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre aux musées cambodgiens de jouer pleinement leur rôle au service de la société et pas simplement au service de la conservation d'un patrimoine figé. Voilà en quelques mots l'expérience du Cambodge à cet égard. Merci beaucoup Blaise. Émilie, est-ce qu'on a le temps de prendre une question? On a, oui, 4 minutes. On a commencé un peu en retard, donc allez, 5. J'avais une question à vous poser qui est relayée par Aude Porceda dans le chat, et on sera d'accord avec elle pour dire que repenser la formation dans la perspective du développement durable invite à repenser le musée, repenser son positionnement et son déploiement dans le territoire, et les 4 interventions qu'on a entendues nous l'ont bien montré. Et donc, une question pour chacun avec une réponse rapide. Si vous aviez une action à mettre en place demain pour revoir
la formation en muséologie dans vos institutions respectives ou là où vous êtes, vous commenceriez par quoi? Réponse rapide, Blaise. Sans doute par la recherche, parce que c'est ce qui manque le plus. Vous voyez que là, on est vraiment sur des questions de gestion des musées et de outreach, pardon, en bon français, vers le public. En revanche, au niveau de la recherche et de la capacité universitaire à produire des articles, à faire ses propres recherches, pour peut-être un jour arriver à créer ses propres expositions sans avoir trop besoin de s'appuyer sur une expertise extérieure, là, il y a encore un énorme manque à gagner, en tout cas à mon niveau, à moi. Donc sans doute plus encourager la capacité de recherche et de publication, puisque le reste, vous voyez qu'on arrive à le faire de façon ad hoc, mais on y arrive quand même. Ernest? La question, c'est quoi? Si tu avais une action à mettre en place demain pour revoir la formation en muséologie chez toi, en Côte d'Ivoire, tu commencerais par quoi? Eh bien, merci. Nous, on a déjà des formations en muséologie, mais moi, je trouve qu'il faut renforcer avec des modules sur le développement durable et sur vraiment qui concernent les musées. Ouais. Donc, c'est ce que je vais Très introduire. bien. Michaela? Ou Manuela, tu nous entends? Oui, je peux répondre. Oui. Je commencerai par l'interdisciplinarité, sans doute. Je pense que la formation basée sur les disciplines nous concentre sur les objets et pour comprendre l'environnement culturel et naturel autour de nous, toutes les disciplines doivent travailler ensemble. On en revient à l'approche circulaire telle qu'elle est prônée par Michaela qui est intervenue en premier ce soir. Michaela, un mot là-dessus? Oui. Je suis d'accord avec Manuelina, absolument. Et je crois que tout dépend de votre point de départ au niveau de la formation. Je crois que la participation des professionnels du musée, c'est vraiment important. C'est important d'avoir des formations d'experts, mais après, il faut avoir des discussions et puis des groupes de parole pour comprendre vraiment les points critiques. Et je pense que cette formation suivie par des groupes de parole, des groupes thématiques, je pense que cela peut être vraiment important pour les musées. Merci beaucoup, merci à tous. Je crois que nous tenons le temps. Je ne vois pas d'autres questions d'interrogation. Si vous souhaitez revoir des éléments présentés par nos collègues ou des initiatives, nous pourrons vous mettre soit en relation avec eux, soit vous adresser les liens de leurs institutions respectives ou des exemples cités ce soir. Écoutez, je crois qu'avec Rita, nous pouvons, Elina bien sûr et Émilie, vous remercier vraiment pour cette soirée et ces échanges. Et nous vous retrouvons, je ne sais plus quand. Émilie, je te laisse la parole. Merci Hélène. Oui, merci mesdames d'ICTOP d'avoir si bien animé cette soirée. Merci à tous nos intervenants, comme tu viens de le dire. C'était vraiment des expériences, encore une fois, inspirantes et je vous en remercie. Prochain rendez-vous le 18 octobre, même endroit, même heure, à 17h30. Désolée pour les cris d'enfants que vous entendez peut-être, c'est pas la bonne heure. Donc rendez-vous à 17h30 le 18 octobre pour la session dédiée au numérique et au développement durable qui sera coordonnée par nos collègues d'ICOM Arabe. Et rendez-vous d'après pendant que j'y suis le 22 novembre sur les plans d'urgence et la reconstruction avec ICOM CC. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt et merci d'être fidèles à ces rendez-vous. À bientôt.
Au revoir à tous et merci encore Merci. Thank you. pour votre confiance. Thank you. Infiniment. Au revoir. Merci, au revoir. revoir. Évidemment. Au revoir.